On va évidemment saluer notre invité du jour, Basile. Salut Basile, comment tu vas? Bonsoir à tous, je vais très bien. Nickel, nickel. J'espère que tout le monde va bien aussi. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur ce webinaire-là avec Formation Football. On va évidemment détailler un petit peu plus tard ton parcours. On va dans un premier temps essayer de présenter le contenu du webinaire. Dans un premier temps, je voulais juste vous présenter la structure dans laquelle qui chapeaute un petit peu ce webinaire-là. Donc, pour ma part, je fais partie de l'équipe pédagogique de formation football. Je m'occupe du suivi des aspirants en cours de formation. Donc, on propose des formations, donc 3 formations. Une formation en analyse vidéo destinée aux personnes qui veulent monter en compétences dans ce domaine-là, aux scouts, aux futurs scouts aussi. On a déjà animé des webinaires dans ce sens-là, et une formation qui est destinée aux coachs et aux éducateurs, et sur laquelle aujourd'hui on va évidemment revenir en détail. Donc, on est bien évidemment ravis de recevoir aujourd'hui Basile, qui est actuellement coach U14 à l'Olympique Lyonnais. Donc Basile, je vais te laisser te présenter un petit peu à nos invités, aux personnes qui sont actuellement qui nous écoutent. Ouais. Bon, bonsoir à tous. Merci Karim pour l'invitation et merci à Formation Football. Pour me présenter, ça va être assez bref. J'ai un parcours de footballeur initialement plus centré dans la région rouennaise où je jouais au FC Rouen, 17 nationaux, 19 nationaux, mais ensuite j'ai eu tout de suite rétrogradation financière du club à cause de la DNCG les années où j'étais. Donc je suis parti jouer en senior N3 autour et jusqu'à un maximum de niveau avant de partir au Canada où en parallèle je menais des études sur une maîtrise en psychologie pédagogie. D'accord. Et dans lequel, arrivé là-bas, j'ai eu plusieurs grosses opportunités déjà de jouer joueur universitaire et d'avoir une bourse complète pour mes études. En parallèle d'être entraîneur adjoint d'une équipe universitaire qui était l'équipe universitaire féminine pendant que je jouais dans la série masculine. Et au D'accord. fur et à mesure de mon parcours au Canada, de travailler avec l'équivalent des districts qu'on appellerait nous en France sur les sports-études au quotidien, ce que nous on appelle plutôt les pôles, sur les sélections régionales et ensuite dans des clubs autour en étant responsable de performance, méthodologie et entraîneur adjoint sur les catégories seniors. Et aussi en travaillant à l'INS, l'Institut national du sport, avec les athlètes olympiques canadiens pour préparer les JO de Tokyo. Ce qui m'a permis de débuter mon doctorat en neurosciences et d'être sollicité justement dans cette perspective par l'Olympique Lyonnais. Pour aujourd'hui, et je fais bref et assez rapide volontairement, pour ne pas parler que de moi, parce que le plus important, c'est de donner du contenu. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je joue le rôle à l'Olympique Lyonnais d'être membre de la cellule méthodologique, plus particulièrement sur la création d'une nouvelle type de pérennisation qui nous appartient à nous, qui s'appellerait la pérennisation OL, mais qui repose sur les dernières découvertes en neurosciences. Ça, c'est notre nous qui nous appartient, dont je ne peux pas parler parce que c'est assez privé à ce sujet-là. Et à côté, je suis entraîneur adjoint comme je l'ai toujours été depuis l'âge de 16 ans. J'ai jamais eu une année sans coacher depuis l'âge de 16 ans, même lorsque je jouais. Et aujourd'hui, cette année, du moins, je jouais le rôle d'entraîneur sur la catégorie U14 et l'année précédente, les U16 à l'OL. Toujours avec ce double rôle sur la méthodologie en lien avec les staffs et la méthodologie OL. Très bien, très très bien, parfait. Un parcours riche, malgré ton jeune âge, évidemment. En tout cas, aujourd'hui, dans le football, on parle pas d'âge, on parle plus d'âge. si c'est pour citer qu'un seul joueur, mais aujourd'hui, disons que être coach U14 à l'Olympique Lyonnais à ton âge, c'est quand même remarquable, et compte tenu aussi de ton parcours. Donc merci évidemment de nous faire le plaisir de partager un peu de tes connaissances avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Je vais enchaîner avec le contenu de ce webinaire. On va après avoir présenté évidemment Basile, on va parler de cohésion de groupe. On va revenir sur les ingrédients pour créer de la cohésion. Évidemment, sur la gestion des conflits aussi, le type de conflit
auxquelles on peut être confronté en centre de formation et principalement comment les résoudre. Il y a une notion aussi qui est actuellement, qui est d'actualité, c'est le fossé générationnel. Comment se matérialise ce fossé générationnel, et comment atténuer ses effets sur un groupe. Et puis on va terminer avec un exercice football qui peut être aussi le tampon du coach, l'exercice de la causerie, quel type de langage utiliser pour impacter son groupe. Et on terminera évidemment avec un question-réponse. On va répondre évidemment aux questions des personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors, certains nous signalent des bugs. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'est juste pour certaines personnes? On va évidemment enchaîner juste après ça. C'est pas. Je crois que ça concerne uniquement certaines personnes. Non, c'est nickel. Ok, parfait, génial. On va enchaîner. Basile, on va débuter avec la notion de la cohésion de groupe, un des modules qu'on aborde dans notre formation qui est destinée aux coachs et aux éducateurs. Pour toi, quels sont les ingrédients pour créer de la cohésion? Alors, premièrement, c'est une question où, pour débuter sa réponse, je commencerai par essayer de définir un petit peu ce qu'on entend par cohésion, tout du moins pour ne pas prétendre détenir une vérité, mais pour surtout être capable de partir d'une définition commune afin de comprendre pourquoi le raisonnement découle sur autre chose. Premièrement, moi, ce que j'entends par cohésion personnellement, ce serait la force que génèrent les liens entre des personnes au sein d'un groupe dans le but d'atteindre un objectif. Dans le but d'aller dans une direction commune qui est celle d'atteindre un objectif. Et ce qu'on entend par ces liens, ces liens, pour moi, ils peuvent être de deux ordres. Alors, il y a forcément peut-être d'autres choses, c'est très systémique, mais d'ordre social ou d'ordre opératoire. Ce que j'entends par ordre social, ça se réfère tout simplement à ce qu'on appelle la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est un peu plus, un état d'harmonie, de solidarité, de stabilité plus émotionnel au sein d'un groupe, qui partage par exemple des valeurs, qui partage par exemple un sentiment d'appartenance, qui partage un sentiment de coopération, ce genre de choses, c'est ça pour moi la cohésion sociale. Il y a une notion de, si je vulgarise à tout point, il y a une notion de je t'aime pas. Voilà, si je vais vraiment d'un point de vue binaire, mais j'espère que vous ne retiendrez pas ça de ce que je viens de dire. Et ensuite, il y a la cohésion plus opératoire. Ça, c'est plus dans le but justement de répondre à avoir une organisation spécifique, je dirais, pour être efficace dans ses actions. Pour un coach, par exemple, une cohésion opératoire qui nous vient tout de suite en tête, je pense, c'est notre modèle de jeu, modèle de jeu tactique qu'on essaye de opérationnaliser à travers les liens entre les joueurs. Pour ceux à qui ça parle, il y a la notion d'affordance et de connaissances partagées. Et donc, c'est d'être capable d'avoir une coordination efficace des différentes actions des personnes, une communication aussi efficace pour que, en fait, une sorte de résolution efficace des problèmes émerge à travers ces choses qu'on partage dans l'action et l'opérationnalisation. Voilà ce que je dirais déjà pour définir communément ce que c'est pour moi la cohésion. Et puis, la cohésion, on sait très bien que plein d'études l'ont montré, Karim, c'est un élément, et de façon même des fois, je dirais l'un sans l'autre, c'est un élément qui amène forcément une optimisation de la performance sportive. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, que ce soit uniquement la cohésion sociale, que ce soit uniquement la cohésion opératoire, ou les deux. C'est toujours dépendant d'un contexte. Totalement. Mais d'un point de vue, là évidemment, tu nous as parlé d'un point de vue théorique principalement, d'un point de vue pratique. Aujourd'hui, à toi actuellement dans la structure et dans laquelle tu es, comment tu arrives au quotidien, évidemment, parce que j'imagine que c'est un métier de quotidien, être coach. Comment tu arrives à créer de la cohésion et concrètement, quels sont les leviers
que tu arrives à activer ou à modeler pour obtenir de la cohésion. En fait, c'est pas une recette magique, c'est pas de la pâtisserie, mais est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, on peut même le prendre un petit peu, même si tout est interrelié, le prendre par cohésion opératoire et par cohésion sociale. Pour débuter par la cohésion sociale, la première chose que nous, on tente de faire, c'est de créer un climat d'apprentissage optimal avec, par exemple, des éléments comme de la sécurité psychologique pour tout simplement encourager le développement de l'esprit d'équipe. Ça peut être de commencer à favoriser un sentiment d'appartenance en créant disons des actions communes, des moments communs, oui, tout simplement des réunions communes, des choses qui appartiennent à l'équipe U14, en l'occurrence, si c'est l'exemple. Donc, c'est organiser des activités d'équipe en dehors du terrain, des sorties, des événements, des séances de team building, des exercices au courant de la semaine qui favorisent cet esprit d'équipe, qui favorisent le fait de dire, et nous, c'est ce que l'on fait sous la forme de jeu, dans des exercices de cohésion, dans le courant des semaines. Sur la fin de saison, on le faisait une fois tous les 15 jours, un exercice de cohésion. En fait, on faisait des jeux divers et variés, et je vous inviterai à en créer, où la seule façon de réussir était de participer collectivement et que tous les groupes soient impliqués. Ça peut être différentes façons, je laisserai votre imagination se faire, et puis d'autres choses. Et puis même, on a venu parfois à faire des jeux où, volontairement dans un groupe, on le mettait une personne à qui on mettait la mission d'être en dehors de l'esprit d'équipe parce qu'on savait que ça allait mener à l'échec, pour prendre conscience du fait que s'il n'est pas là, tout comme le terrain, il ne peut pas y avoir réussite dans l'objectif. Donc voilà, ça commence par exemple par ça. Ensuite, on peut être comme j'ai dit, dans la création d'un environnement d'apprentissage. Pour moi, ça passe aussi par le fait de promouvoir la diversité qu'il y a à l'intérieur d'un groupe, la variété, les différences qu'il y a entre les individus, pour être capable tout simplement de les accepter, en fait, de les respecter. Ça part de là. Je dirais que l'opposition de la cohésion, c'est le conflit. C'est le conflit, et on en parlera juste après, c'est ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est un thème qui va bien ensemble. Donc, je dirais, c'est sensibiliser les joueurs à l'importance d'avoir cette variété à l'intérieur du groupe, et ça se fait de différentes manières, par la communication au quotidien, et par le fait aussi de reconnaître que telle personne a quelque chose que je n'ai pas, et grâce à ce fait que l'on va réussir à avoir un objectif commun. Tout ça a été fait sous forme de jeu au fur et à mesure de l'année, même au travers de l'analyse vidéo. Mais là, on touche plus à la cohésion opératoire, je viendrai après. Tout à fait. Donc, encore une fois, développer un environnement positif, je sais pas, et promouvoir l'entraide, promouvoir la convivialité à travers les moments extérieurs. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a défini des valeurs communes, des valeurs communes dans lesquelles les joueurs s'engagent à les respecter et définissent eux-mêmes, en cas de non-respect de ces valeurs, la sanction qui doit y être appropriée à leurs yeux. Donc, ça fait partie de ça. Et ça, les sanctions, pardon, excuse-moi de te couper, la sanction, elle est définie en interaction avec les joueurs ou c'est plus du management façon, voilà, si ça ne se passe pas de cette façon, vous serez sanctionné comme ça. Je pense que c'est dépendant de son public et de son contexte. Il n'y a pas de réponse idéale. Nous, sur le public U14, on a choisi à ce que ça soit participatif, mais à ce que nous soyons les personnes qui tranchons. Donc, eux ont émis ce qui était pour eux, et on a travaillé autour d'un modèle qu'on appelait le modèle du coéquipier idéal, qui est référencé dans la littérature scientifique. Et à travers ça, eux ont défini quelles étaient les actions d'incarnation de ce coéquipier idéal, qui touchent à l'humilité, l'intelligence et l'exigence. C'est les trois composantes du coéquipier idéal. Et eux ont défini des actions comme ça et avaient même, au fur et à mesure de l'année, des objectifs à se fixer pour devenir ce coéquipier idéal. Et donc, lorsqu'on ne respectait pas l'un ou des autres des choses, les joueurs ont suggéré des sanctions. Et lorsque nous, on prenait des sanctions qui étaient proches, mais disons pas totalement d'accord avec eux, on le justifiait. Voilà, on a décidé de le suspendre pour l'entraînement, mais de ne pas, parce qu'on estime que nanani, nanana, et que dans le but qu'il apprenne, voilà, on venait donner un maximum de sens à tout. Donc ça, c'est pour le côté cohésion sociale. Pour le côté cohésion opératoire, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de travailler autour de notre modèle de jeu. Travailler autour de la compréhension du modèle de jeu. Qu'est-ce que va être l'identité de l'équipe à travers ça? Donc, nous, on est parti vraiment du point central qui est le jeu de position. Et le jeu de position, par chance, le jeu de position propose des rôles fonctionnels.
Et donc, on est passé par la clarification de ces rôles-là pour que chacun comprenne que dans les espaces précis, on attend à ce que des joueurs jouent des rôles, mais ces rôles peuvent être remplis, bon là je pars sur le jeu de position, mais peuvent être remplis par différents membres. Et ça n'appartient pas au défenseur central de jouer uniquement ce rôle. Si le numéro 6, lui, décide de jouer ce rôle, celui-ci doit s'adapter pour comprendre que c'est une responsabilité commune et c'est le bénéfice qu'a le jeu de position. Donc ça, c'est dans la cohésion opératoire. Ensuite, on a commencé aussi par… C'est difficile dans tous les groupes, mais de vraiment encourager la communication, de jouer sur un continuum extrême durant nos séances entre l'interdiction de communication pour comprendre son utilité à la surcommunication pour comprendre celle-ci, lorsqu'elle est surutilisée, elle est aussi néfaste. Et pour permettre aux joueurs de divaguer dans ce continuum et essayer de trouver leur propre équilibre, même à ce qu'eux soient capables de reconnaître « Waouh, ouais, là c'est vrai que j'ai surcommuniqué, coach. Écoutez, moi, mes collègues… » Et ça, c'est quelque chose que l'on a mis en place au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire que les joueurs pouvaient s'excuser à la fin d'une séance si eux pensaient avoir mal fait quelque chose devant tout le groupe. Et le groupe l'applaudissait. Donc, c'est aussi une façon de créer la cohésion. Il y a aussi le côté développer la confiance. Développer la confiance à travers l'honnêteté, le respect, l'écoute active. Par exemple, une personne qui ment, pour laquelle on découvre qu'il ment, était sanctionnée. Voilà, ce genre de choses. Favoriser la coopération au quotidien aussi, à travers, par exemple, la responsabilisation sur tout ce qui est autour du sportif. Ça part par le matériel, ça passe par beaucoup de choses. Et ça, les joueurs en étaient totalement en charge. Bien évidemment, on est aussi conscient du contexte qu'il s'agit du 14, qu'on ne va pas dire vous avez oublié le sac à ballon, on n'a plus de ballon. Nous sommes aussi là pour le rappeler, tout comme les poubelles. Mais c'est une façon de dire tu as décidé d'être responsable de ça, bravo. Déjà, on valorise. Par contre, tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il oublie, attention, on vient te rappeler que tu as cette responsabilité. Ah oui, c'est vrai, coach. Tout comme quand sur le terrain, on te dit que ta responsabilité, c'est d'orienter l'adversaire dans tel couloir c'est la même chose. Donc, tu es l'homme autant que le joueur. Voilà, ça rentrait dans ces choses-là. Et la dernière chose que je dirais, pour l'entraîneur, parce que là, on parle des joueurs, mais pour l'entraîneur, c'est la notion de mimétisme et d'exemplarité. C'est la notion d'être vraiment un leader positif, d'incarner en fait toutes ces valeurs et d'être vraiment capable de toi-même, en fait, c'est bête à dire, mais ne jamais dévier à la règle. Les retards, c'est des choses classiques, mais nous-mêmes, si on l'est, on doit être sanctionné. On doit être les premiers à s'auto-sanctionner, voire à ce que les joueurs choisissent des sanctions pour nous. Parce que le coach n'est pas… Il l'est d'un point de vue décisionnaire, on est d'accord, mais n'est pas totalement au-dessus du groupe lorsqu'on parle de cohésion. Il peut être un leader, donc forcément au-dessus dans l'état d'esprit, mais il n'est pas hors des règles et hors du cadre, du moins pour l'atteinte des objectifs. Donc il y avait aussi cette notion de leadership positif et de sanctions appliquées au coach. Tout à fait clair. Pour résumer, en gros, pour créer de la cohésion, c'est un petit peu un travail qui se fait tout au long de la semaine et pas forcément en lien avec, je dirais, le football pur et dur. Il y a un travail, en réalité, la cohésion viendrait s'exprimer le week-end lors des matchs. Et c'est le résultat de plein d'étapes qui sont passées tout au long de la semaine. C'est un process qui est continu. C'est, par exemple, Nadi Deran, que vous devez certainement connaître à l'Olympique Lyonnais, qui est notre responsable de la cellule des habiletés mentales. La première chose qu'il nous a dit lorsqu'un jour on a fait des sessions de formation à la cohésion, il nous a dit qu'il fallait déconstruire l'idée que c'était quelque chose qu'on travaillait avant, pendant et pas après la saison. C'est quelque chose qui se travaille tout le temps. C'est quelque chose qui, premièrement, est bien évidemment logiquement inclus dans notre périodisation, mais qui doit surtout être dépendant du contexte. Pour rien de vous cacher, on a travaillé beaucoup en début de saison. Sur l'autre partie de la saison, on était sur un contexte de compétition facilitateur avec beaucoup de victoires. On sentait moins la nécessité de travailler la cohésion. Ensuite, passant dans un surclassement la deuxième partie de saison, on s'est mis à le travailler de façon très récurrente. Tout simplement lié à la notion de réussite, challenge, vous savez, cette délicieuse zone d'incertitude. Je ne sais plus comment on dit en français, mais je crois que c'est challenge point framework, c'est le point de challenge optimal, disons ça comme ça. Et donc, dès qu'on s'est trouvé là-dessus, on a même nous-mêmes ressenti le besoin de le travailler encore plus. Et disons que ce n'était pas prévu instantanément,
mais c'est devenu une évidence au fur et à mesure et inclus dans chaque semaine, chaque 15 jours, pardon, de notre périodisation. Tout à fait clair. Merci en tout cas, Basile, de nous avoir déjà partagé un peu de l'intimité de ton quotidien, hein, parce qu'à travers ces exercices et cette méthodologie de travail aussi, il y a les personnes qui nous écoutent aujourd'hui te remercient pour ça et on va enchaîner avec l'autre exercice que tu as introduit tout à l'heure. Du coup, forcément, s'il y a des variations de caractère, des différences de personnalité, ça conduit à des conflits. Alors, il y a des conflits qui se font déjà entre les joueurs et il y a des conflits aussi qui intègrent potentiellement les membres du staff, de la direction, l'entourage des joueurs aussi potentiellement. On aimerait un petit peu connaître les éléments et les types de conflits qu'il y a en centre de formation et potentiellement comment vous pouvez les résoudre. Tu peux les résoudre ou évidemment avec ton staff, quelles sont les étapes par lesquelles tu peux passer pour résoudre ces conflits. Oui. Alors, premièrement, pareil, histoire de mettre un cadre conceptuel commun, qu'on parte sur une ligne. Un conflit peut intervenir entre n'importe quelle personne physique ou morale à partir du moment où il y a un lien entre les deux. Conflit joueur, conflit staff, conflit extrasportif, conflit parentaux, peu importe. Il peut y en avoir de différentes manières et ça serait naïf de dire qu'il n'en existe pas à travers n'importe quel lien parce que les circonstances de la vie font que. Moi, je ne parlerai pas des conflits staff là dans cette partie-là, parce que ça n'a pas à voir. Je ne parlerai pas des conflits liés à l'infrastructure, l'organisation et autres, parce que c'est encore moins mon statut à moi, mais je sais que ça doit forcément exister, même si je n'en ai pas vu beaucoup pour être 100% honnête avec vous. Je parlerai plus des conflits entre les joueurs qui sont liés au management et à la gestion de groupe au quotidien. Et je pense que quand on parle de conflits aussi, il faut penser à cette notion de leadership et d'être capable d'identifier nos leaders qui... c'est Manon Eluer chez nous qui est la spécialiste de ça. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est les joueurs comme une cartographie globale, ayant des liens entre eux, ayant des leaders centraux, on appelle ça la sociométrie, et étant plus ou moins reliés à des personnes dans différents types de leadership. Je m'explique. Un leadership motivationnel, par exemple, la personne qui est reconnue par l'équipe comme étant celle qui drive l'énergie. Le leadership opératoire, comme étant reconnu comme la personne qui nous apporte les solutions lorsqu'on veut résoudre un problème. Ou le leadership social, qui est connu comme la personne assurant le bien-être du groupe, prenant soin des autres et autres. Et en étant déjà capable de mesurer et identifier ces leaders, on est capable de se dire, OK, je vais faire passer une information par le bon canal parce que je sais qu'elle va être dirigée efficacement. Donc, il y a aussi l'identification de ces leaders par rapport à ça. Ensuite, sur les conflits, il y en a différents ordres. Interpersonnels. Donc, l'interpersonnel, ça peut passer par, souvent, régulièrement, ça passe par une communication qui est inefficace, ou du moins qui est interprétable ou interprétée, dans laquelle justement il faut avoir la capacité, je pense à mes yeux, d'être très ouvert à la discussion avec les joueurs pour autant avoir d'informations qui nous reviennent que de pouvoir rectifier une information qui aurait mal été interprétée. Donc ça passe par créer des leviers, des moyens de communication efficaces. Ensuite, ça passe par la différence de personnalité, les conflits interpersonnels, tout simplement parce que les joueurs sont différents. Et le fait d'être en conflit avec quelqu'un, c'est lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître ou à apprécier les forces de chaque coéquipier, chacun en fait. Et le problème vient de là. Le problème vient limite d'une sorte de dévalorisation, discrimination d'un coéquipier qui, sous prétexte qu'il serait plus en échec ou qu'il ne serait pas, je sais pas, ne serait pas la même façon de penser que toi dans une situation, tu tends à créer un conflit avec lui. Et donc, c'est être capable d'avoir cette cohérence et cette acceptation. Et ensuite, c'est des problèmes relationnels qui viennent, disons, de faits de vie communs. Et pour ça, il y a la nécessité de mettre un cadre dans lequel les joueurs s'y réfèrent, dans lequel les joueurs incarnent ce cadre et sont capables, limite, eux, de s'autoréguler là-dedans pour éviter les conflits entre eux
d'être conscient qu'un conflit découle sur une chose si, entre guillemets, nous ne savons pas bien le gérer. Mais ça existe, voilà, ça existe. Ensuite, il y a les conflits liés à la compétition. Donc ça, on sait d'où ça vient. On vient de la concurrence, la jalousie, la rivalité. Ça, ce qu'il faut, à mes yeux, c'est avoir une direction claire, forte d'institution. C'est-à-dire que, je ne veux pas vous le cacher, et je pense que si vous le savez, on est sur une académie de très haute performance. On est sur du très, très haut niveau. On forme des joueurs pour être les meilleurs possibles. Donc, à partir de ce moment-là, et que tout le monde est en accord à l'entrée du cadre de je fais partie de l'OL, ben je sais que ça fait partie d'eux et je dois être capable de l'accepter. Et un joueur qui ne l'accepte pas, déjà, on a un cadre pour lui faire comprendre qu'il est en train de sortir de celui-ci. Donc, l'institution donne une direction claire là-dessus, à travers le directeur de l'académie, le directeur de la préformation, mais aussi le président et tout autre, quelle vocation il donne à l'académie. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a le côté lié au temps de jeu. Et ça, c'est, je pense, en tant que coach, c'est important déjà forcément d'être capable de l'équilibrer d'une certaine manière et surtout d'avoir une projection je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a des blessures, il y a tout, mais la plus long-termiste possible. De savoir comment je vais réussir à équilibrer lui son. Oui, mais là, il n'a pas joué, mais je sais que le week-end prochain, il y a ces joueurs qui vont monter, donc il aura dû. Donc, je vais pouvoir essayer de compenser là-dessus, voilà, d'essayer d'être égal, parce qu'on le sait, il y a des joueurs qui sont à maturation tardive, et le football est encore à maturation tardive de base. Donc, même si on voit et on entend plus souvent parler des précoces, parce que, ils se vendent plus cher, et deux, ils font couler plus d'encre. C'est ça. Mais beaucoup de maturation tardive, et je pourrais vous partager des statistiques là-dessus plus tard qui montrent que, j'en ai parlé avec le directeur de l'académie d'Offenheim, il montrait que les joueurs qui émergeaient en Allemagne, en Bundesliga en moyenne, hors le 20% des plus forts, les 83% avaient fait un minimum d'une trentaine à quarantaine de matchs avec l'équipe réserve. Un minimum, je dis bien. Donc en fait, ça montre qu'il y a une nécessité d'abord de s'habituer au contexte de seniors et autre chose. Donc ça, c'est la partie des conflits liés à la compétition. Et autre point que je dirais par rapport aux conflits liés à la compétition, c'est peut-être clarifier dans la tête des joueurs leur plan de développement individuel. Si celui-ci est clair, si celui-ci a clairement sait par exemple qu'il est en retard maturation tardive et qu'il est bon pour lui, qu'il a joué dans la catégorie du dessous, qu'en tout cas c'est conscientisé et c'est fait avec objectif, il peut en être en désaccord et il faut le respecter, ça peut ne pas lui plaire, c'est normal, mais dans tous les cas, la décision est éclairée et la décision est partagée. Ensuite, je dirais qu'il y a les conflits liés à la pression. Non, je t'en prie. Il y a les conflits liés à la pression et au stress. Ça, je pense que ça vient souvent des attentes qu'ont les joueurs. C'est-à-dire que des fois, les joueurs ont des attentes qui sont peut-être beaucoup plus élevées, ont une auto-évaluation d'eux-mêmes qui n'est pas correspondant à la réalité. Alors, ils sont très demandeurs et il se crée souvent une culture de l'alibi. Une culture de l'alibi, c'est celle de dire ce qui est responsable de ma situation est un élément extérieur et incontrôlable à moi-même. Et donc, nous, dans notre but là-dessus, c'est d'être capable de gérer ces attentes. Et je fais un lien tout de suite avec le plan de développement individuel là-dessus qui est hyper important. Voilà les principaux conflits. Il peut y en avoir d'autres, c'est sûr, mais j'aurais vraiment centré sur ces principaux conflits-là. Sur le joueur, en tout cas. Sur le joueur, parce qu'évidemment, on fait un focus aujourd'hui sur cet aspect-là, sur la formation et dans le contenu de la formation pour celles et ceux qui vont s'inscrire et être accompagnés par Formation Football. On aborde évidemment plein de types de conflits, notamment avec les agents, avec l'entourage des joueurs, avec la direction sportive, parce que là aujourd'hui on fait un focus sur les centres de formation, mais évidemment on abordera ces aspects-là en particulier à travers des exercices d'application, des cas pratiques qui seront corrigés et sur lesquels on reviendra et qu'on détaillera évidemment ensemble pour celles et ceux qui vont s'inscrire ensuite. On passe au troisième thème qu'on voulait aborder ensemble, Basile. C'est le thème.
J'ai un petit bug sur ma page. Voilà, du fossé générationnel. Évidemment, tu es actuellement coach des U14. Ces générations-là, actuellement, sont nées après les années 2000, forcément. Et il y a eu une évolution, ne serait-ce que numérique, de l'environnement aussi dans lequel on grandit ces jeunes. Et forcément, ils ont été en interaction avec des personnes de différentes générations. Et il y a un fossé qui se crée, forcément, à cause de ça. Donc aujourd'hui, comment se matérialise ce fossé générationnel dans un centre de formation et comment potentiellement pouvoir endiguer ces effets, les effets négatifs de ce fossé générationnel? Alors, moi, j'ai une posture là-dessus qui est aussi dépendante de mon background. C'est-à-dire que je pense que ce fossé générationnel, il est, disons, grandement dépendant, ou du moins il s'explique en grande partie par les dernières découvertes en neurosciences. Et il s'exprime, nous, au quotidien, à travers notre pédagogie et la relation que l'on entretient avec le joueur, du moins sur notre façon d'enseigner ou d'éduquer. À travers ça, par exemple, les approches plus anciennes sont les approches cognitivistes qui disent, grosso modo, que le cerveau d'un joueur, c'est quelque chose qu'on le remplit. Donc, on répète, on lui met dedans, comme si on tapait sur un clou jusqu'à ce qu'il rentre. Et on se dit, il va forcément apprendre. Donc, c'est très descendant, une pédagogie descendante, une pédagogie démonstrative où il y a peu de place à la créativité. On est très sur faire, répéter, et ça va rentrer. Ensuite, on a des approches plus qui sont liées aux dernières découvertes en neurosciences, qui sont écologistes et inactives. Écologiste, c'est-à-dire qu'on crée les conditions d'environnement pour qu'émergent les connaissances et les compétences liées à cet environnement. C'est tout simplement mettre des contraintes à une personne, c'est mettre des consignes liées à la création d'un environnement. Voilà, si vous dites demain, cette ligne est franchissable que par la passe, vous créez tout de suite les conditions à ce qu'il y ait forcément des joueurs d'un côté et de l'autre, parce que sinon, on ne pourra pas franchir cette ligne. Il y a d'autres comportements, bien évidemment, mais à vous d'être capable de faire ce genre de choses. Et ensuite, l'approche inactive qui dit que le plus important dans l'apprentissage d'une personne, aujourd'hui moderne, c'est le sens. C'est le sens que prend quelque chose. Je crois que l'image qu'il donne régulièrement, c'est une pièce qui avait été faite par Varela, où il parlait de différentes personnes dans la pièce, et il disait que pour la mouche, par exemple, lorsque vous êtes dans votre cuisine et que vous mangez, ce qui a seulement du sens, c'est votre repas. Par contre, vous, mais parce que vous êtes plus élaboré, ce qui a du sens, c'est la chaise, l'assiette, les couverts pour manger votre repas. Alors qu'elle a un sens qu'elle donne autre chose. Et je pense que c'est important de cette partie-là liée aux neurosciences. Donc, à travers ce fossé générationnel, on peut y voir différentes choses. Un, la différence de communication. Ça, c'est important. D'être capable d'utiliser, je dirais, une communication adaptée à travers, les technologies numériques, à travers, deux, je dirais, une compréhension du vocabulaire qu'ils utilisent, non pas pour se mettre à leur niveau, mais pour être capable aussi de partir de ce qu'ils sont pour les emmener où on veut qu'ils aillent, tout simplement. Donc, je dirais, c'est utiliser vraiment les outils de communication adaptés. La deuxième, par rapport à la différence de communication, je dirais que c'est hyper important pour moi aujourd'hui dans ces générations, de valoriser le dialogue. À travers ce que je vous ai dit, l'approche écologique et inactive, c'est pour ça que je voulais mettre un cadre conceptuel commun, c'est mettre, entre guillemets, l'apprenant au même étage que l'enseignant. Si on considère encore que l'apprenant n'apprend pas par lui-même, chacun sa posture, mais bon, après c'est d'autres visions. Mais voilà, si on considère que, et dans ces conditions-là, c'est être capable de valoriser les échanges, de laisser la personne, lui, être dans l'engagement actif de son apprentissage, de poser des questions, d'avoir des débats d'idées, Moi, plus d'une fois, j'ai eu des débats sur notre modèle de jeu avec des joueurs, non pas parce qu'ils souhaitaient le remettre en question, ils se l'étaient approprié en début de saison, nous avons créé notre objectif commun, mais surtout parce qu'ils ne comprenaient pas l'embrication, par exemple, de deux principes qui, pour eux, venaient s'opposer. Oui, mais coach, si je suis en train de couvrir dans mon dos, comment je peux gérer le mec qui est devant ? C'est simple, en fait.
tu as un repère perceptif qui est A, qui te dit que l'action à privilégier, c'est A', mais tu as un repère perceptif qui est B, qui dit que la B'. Oh, d'accord, donc c'est de ça que je dois… Oui, c'est ça sur lequel tu dois… Et donc, on valorise le dialogue, parce que sinon, c'est trop facile de se dire ah, mais j'ai cette équipe, il ne comprend pas ce que je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait les années précédentes? Non, le coach lui a peut-être dit, mais c'est l'étape pour arriver à la compréhension commune qui a peut-être pas encore été créée, ou peut-être le contexte de compétition. C'est souvent le contexte de compétition qui s'améliore, et on sait que la performance, c'est pyramidal. Hein. On a beau savoir qu'il faut couvrir la profondeur, si on a Kylian Mbappé qui part à 2000 à l'heure, c'est plus difficile que si c'est quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc, voilà. Donc, valoriser le dialogue. Après, je dirais aussi être capable de comprendre qu'il y a des styles d'apprentissage différents. Et ça nous demande, moi, je pense, en tant que coach, d'être capable d'être flexible dans les méthodes d'entraînement. Même si moi, je l'avoue et je me confie, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus proche de l'approche écologique et inactive. D'accord. Je peux, et j'ai déjà eu la situation où, en coachant des seniors me disaient « Mais je ne comprends pas, coach, on ne fait pas de circuit de passe à vide », ce qui est une approche cognitiviste. Je me dois, à travers cette fossé générationnel, peut-être que moi, j'ai appris les nouveaux livres et eux s'entraînaient avant avec des personnes qui avaient une autre approche, d'être flexible dans ma méthode d'entraînement. Victor Frade, qui est sur la périodisation tactique, dirait souvent c'est le café con leche. C'est-à-dire que la périodisation tactique, par exemple, dit qu'en J+1, on doit faire de la récupération passive. Et demain, si vous êtes dans un pays dans lequel la récupération passive en J+1 n'existe pas, vous réunissez les joueurs, vous leur faites faire quelque chose que vous savez devoir être de la récupération passive. Donc, vous mettez un peu de lait dans votre café. Vous faites du café, mais vous mettez un peu de lait pour dire « Non, oui, on s'entraîne. Ne vous inquiétez pas, on s'entraîne. » Et donc, vous êtes flexible à travers vos méthodes d'entraînement. Et après, je pense qu'il y a aussi être capable d'identifier les attentes dans les styles d'apprentissage, les attentes qu'ont les joueurs vis-à-vis de nous. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est intéressant dans les conflits. Et c'est des questionnaires que nous, on fait passer en début de saison sur la relation entraîneur-entraîné. On fait passer différentes questions. Qu'est-ce qu'il attend? Comment il aime mieux apprendre? Voilà, différentes. Où en fait, on vient établir comme une cartographie des attentes. Par exemple, il y a une attente qu'un joueur dans mon effectif avait. C'est quelle relation veux-tu avec l'entraîneur? C'était sa réponse, qu'il me laisse tranquille. Dans ces cas-là, la gestion qu'on doit avoir avec lui est différente. Complètement. Et donc, créer une relation, donc voilà, ça c'est à considérer sur ces attentes-là pour éviter ces conflits. Et je dirais aussi une dernière chose pour réduire ce fossé générationnel. Une chose que je conseillerais, ce serait du mentorat et de l'échange intergénérationnel. C'est-à-dire que par exemple, sur de la fixation d'objectifs, d'être capable de rendre les joueurs acteurs, mais se placer en tant que mentor qui vient faire le suivi, mais dont le joueur, lui, développe sa responsabilisation à travers le fait d'atteindre cet objectif. Donc, il y a différents moyens que ça. Nous, on utilisait beaucoup la fixation d'objectifs, par exemple. Et dans nos staffs, on avait chaque membre du staff, 5 joueurs à mentorer qui changeaient par cycle. Moi, j'avais 5 joueurs à telle période, 5 joueurs à telle période. On n'a changé que 2 fois pour éviter de se dire on doit avoir tout l'effectif. Et c'était 4 joueurs en passant autant, parce qu'il y avait des blessés. Donc voilà, sur le côté, c'est favoriser le mentorat. Et je dirais les échanges intergénérationnels aussi, à travers, si possible, le fait de lier les catégories entre elles, faire intervenir des joueurs du centre à l'école de foot, faire intervenir tout ça développe aussi la notion de réduction des conflits intergénérationnels parce qu'on a une compréhension plus établie, on est passé par là, et donc les joueurs aussi se mettent dans la posture du mentorat. Donc ça fait partie pour moi aussi des choses qui viendraient éviter les conflits, la génération de conflits par ce mentorat et ces échanges intergénérationnels. Tout à fait clair. C'est vrai que tu as fait un focus notamment sur les joueurs, mais dans la façon avec laquelle peuvent se générer des conflits, aujourd'hui, la matérialisation de ce fossé-là aussi est potentiellement liée à des méthodes de management
Et ça, nous, dans la formation, on aborde ce sujet-là notamment parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de différents corps de métiers qui interagissent dans le football, et dans les staffs, on n'a pas que des anciens joueurs de football, on n'a pas que des gens qui ont foulé les pelouses, on a des personnes aussi, des staffs qui gèrent de la data, qui potentiellement on travaille sur de l'analyse vidéo, sur de l'analyse de la performance, sur l'aspect aussi de athlétique du corps humain, dans la prévention des blessures. Mais tous ces corps de métier-là, justement, vont venir compléter le staff du coach, qui est au centre, certes, mais qui va permettre, avec de la cohésion, avec tous les éléments qu'on a abordés, réduire les effets de ce fossé générationnel, et faire intervenir les joueurs. Donc en fait, c'est un peu ça aussi qu'on retient de ce que tu nous as dit, Basile, c'est pas d'obliger, mais de ne pas réellement de contraindre le joueur à être acteur de ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'il va venir lui-même s'auto-évaluer, s'auto-juger, potentiellement s'auto-sanctionner. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait retenir les choses, et c'est aussi notamment comme ça qu'on aborde certains éléments dans notre formation. Je pense qu'il y a un point qui est important, si je voulais juste compléter, si tu me le permets. Dans les méthodes d'apprentissage, il y a un débat qui est central, c'est celui de l'utilisation de la technologie. Et je pense qu'il faut autant les exploiter que de former nos jeunes à cette technologie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça répond aussi aux méthodes d'apprentissage, aujourd'hui, quand je parle par exemple du jeu de position et de notre façon d'avoir incorporé notre modèle de jeu, je fais des formations de jeu de position à l'OL parce qu'on en fait dans nos clubs partenaires. Les gens, souvent, le constat qu'ils ont, c'est « Attends, mais comment tes joueurs peuvent connaître tout ça? Comment ils ont pu apprendre tout ça ?» Mais en fait, ce que je leur dis, c'est qu'il suffit juste de… La question, elle est bonne, elle est magnifique et elle est centrale. Mais l'autre, c'est « Ok, le chemin, c'est lequel ?» Le chemin, par exemple, pour définir et construire les zones, comprendre les zones qui sont dynamiques pour les joueurs, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on part de l'utilisation de l'outil vidéo et qu'on part d'un jeu, de la notion de jeu, d'engagement actif et de feedback. Exemple, je vous donne un exemple tout simple pour qu'ils comprennent les espaces dynamiques et statiques du jeu de position. On faisait passer des vidéos dans lesquelles il y avait notre échelle visuelle des espaces dynamiques et statiques. La vidéo s'arrêtait et eux devaient prédire, OK, dans quelle zone vous pensez que le porteur de balle devrait faire la passe? Là, de cette manière, quelqu'un répondait, pour moi, dans l'espace de progression du couloir intérieur. Ah, mauvaise réponse, c'était dans l'espace, l'assist zone de l'espace de déséquilibre. Et en fait, par jeu comme ça, marquage de points, en fait, l'apprentissage venait par lui-même. Mais non, c'était l'espace d'initiation, t'es bête. Et eux interagissaient. Ah, j'ai confondu cet espace avec. Et par forme de jeu, implicitement, et bien sûr, c'était conscient quand même, parce qu'il y avait une réponse qui était portée à une intention. Mais arrive l'apprentissage. Donc, en fait, je pense que la base de tout pour moi, pour atténuer ce fossé générationnel, c'est les neurosciences. En tout cas, ma posture que j'ai choisi d'avoir, c'est les neurosciences. C'est vraiment un domaine qui est passionnant, qui est en constante évolution, et en plus, toi, tu as suivi un cursus spécialisé dans ce domaine-là. Doctorat. Un doctorat, exactement. Donc, en tout cas, évidemment, j'invite. On aborde notamment dans nos formations les sciences et en tout cas l'utilisation de tous ces domaines-là qui favorisent de la performance, parce que c'est quand même l'objectif final, c'est d'essayer d'optimiser les performances, la cohabitation, le management et la performance. Je me répète, mais c'est notamment ce point clé qu'on va surtout garder en tête. Dernier point avant de passer aux questions de nos auditeurs, de personnes qui nous écoutent. L'exercice de la causerie. Alors c'est quand même vaste comme
comme sujet et qui nécessite bien plus que 10 minutes pour pouvoir développer et parler de ça. Mais on va quand même essayer d'aborder le sujet et avoir ton point de vue parce que on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour toi, l'exercice de la causerie, est-ce qu'il y a un type de langage à utiliser pour impacter ton groupe ou peut-être plusieurs types de langage justement et quels sont tes tips pour justement réussir cet exercice si singulier qui appartient à un coach? Oui, c'est vrai. Alors, pour moi, il y a différents types de langage, oui. Pour moi, disons que j'en réfère 5 au total. Mais avant, encore une fois, de parler de ça, je vais parler de la structuration avant de parler du langage. Parce que pour moi, le langage est à disposition de l'objectif que l'on donne à chaque partie de notre causerie. La première chose sur laquelle moi je pars pour ma causerie, c'est que je pars des 3 types de connaissances. Ce que j'appelle la connaissance déclarative, qui est une connaissance plus conceptuelle, théorique de base. Donc, disons, sur les joueurs, sur une causerie, qu'est-ce qu'une couverture de profondeur, vraiment sur du côté théorique. Ensuite, il y a de la connaissance procédurale, c'est-à-dire comment résoudre ça. Par exemple, quelqu'un qui est face au jeu non cadré, je recule, ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, il y a une connaissance que j'appelle plus situationnelle. C'est-à-dire, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? À l'image de la problématique que je disais tout à l'heure, où mon joueur disait « Ouais, mais s'il est là, est-ce que je fais devant ou est-ce que je fais derrière ?» Tel repère vienne dans cette situation t'aiguiller sur la réponse à prendre. Donc ça, je pars déjà de ces 3 types de connaissances. Et ensuite, par rapport à ça, j'ai aussi un continuum selon le contexte où je vais de l'autonome, où la personne est totalement autonome lors d'une causerie sur certaines parties, sur le participatif, question-réponse, à orienté, c'est-à-dire que c'est un peu plus, je dis orienté volontairement plus que descendant, parce que mon but est que ça génère une intention, plus que je te dise, toi, tu vas penser ça. Non, c'est plus l'intention, ça pourrait être celle-ci, c'est celle-ci que je veux que tu aies. Ensuite, les moyens se font plus dans la pratique. Et donc, la causerie était structurée un peu de cette manière, et comment j'ai aimé le faire moi, c'est avoir 2 objectifs tactiques, un objectif plus mental et psychologique, à travers 3 objectifs par match. Et donc, sur les objectifs tactiques, on passait à travers déclaratif, procédural, situationnel. Donc, déclaratif, c'est fixer l'objectif. Procédural, c'est définir 3 moyens pour l'atteindre. Situationnel, c'est avoir une vidéo qui l'exprime. D'accord. Comment, moi, je veux que ça s'exprime concrètement. Je le dis grosso modo, mais ça peut être plus précis que ça. Et ensuite, selon autonome, participatif et orienté, je l'utilisais selon le contexte. Par exemple, disons avant un derby contre Saint-Etienne, les joueurs aiment se sentir drivés, aiment se sentir que c'est clair l'objectif. En tout cas, c'est ma posture. Donc, je suis plus sur de l'orienté. Plus sur de l'orienté, moins que sur de l'autonome. L'autonome, ils vont déjà l'avoir en match et on va leur donner assez d'espace. Par contre, sur des matchs où je nous sens plus fort, je nous sens plus à l'aise dans le contexte, là, il peut y avoir, OK, vous êtes en charge de définir un des objectifs tactiques. Et nous allons le mesurer pour vous faire. Ensuite, on faisait des montages performance toutes les semaines sur les matchs, un retour sur le montage performance. Donc voilà, entre guillemets, un petit peu ce qu'il y avait là-dessus sur notre structure de causerie, en tout cas sur la mienne, là-dessus. Ensuite, sur les langages, et c'est là la question initiale, pour moi, il y a 5 types de langage et j'ai rien révolutionné quand je dis ça. C'est juste pour vous dire, utilisez ceux qui vous semblent être la bonne escient pour. Il y a le langage, disons, j'appellerais le langage de jugement, c'est-à-dire positif ou négatif. Être capable de dire, voilà, plutôt si c'est positif, c'est négatif. Donc, j'encourage, je motive, je mets l'accent sur les réussites, sur les points forts, ce genre de choses. Il y a le langage plus inspirant. Ça rentre par exemple dans la partie plus mentale, dans laquelle on suscite la passion, on suscite un peu l'engouement par exemple d'un derby, on suscite un petit peu par mimétisme des phrases et des incarnations de joueurs professionnels. Ça nous est arrivé de montrer des vidéos d'un joueur professionnel qui se comporte dans un match, dans une certaine situation, avec caméra embarquée, ce genre de choses. Il y a le langage concret spécifique. Ça touche par exemple la partie tactique, avec traitement des instructions, des attentes. Et ça, faut vraiment pas être abstrait. Faut vraiment pas que ça prête à confusion, ces parties-là. Et ensuite, il y a une partie de langage que j'appelle émotionnellement engageant, où là, c'est un peu, je sais pas, quand vous portez ce maillot, vous représentez toute son histoire et la fierté de ce club. C'est des phrases un peu qui, même s'ils n'y comprennent pas toute la signification, parfois, l'intonation et l'image qui est associée
font que, waouh, notre but, c'est qu'il y ait un pic d'émotion. Exact. Vraiment un pic d'émotion. Galvanise. On sait qu'il y a des Mm. marqueurs somatiques. Et donc, c'est à l'apprentissage. Et après, il peut y avoir des langages adaptés aussi. Moi, ce que j'appelle le langage adapté, c'est être capable de tout simplement s'adapter à l'âge, au niveau de compétence, à l'expérience des joueurs. Exemple, un match, on a 6, 7, U13 qui montent avec nous. Ouh là là, pas le même langage. Un langage qui s'adapte, au public, qui est peut-être plus calme, plus posé, parce qu'il y a peut-être une impression de stress ou autre par ce public qui monte avec nous. Donc voilà sur l'exercice de cette causerie, un petit peu le jonglage que je fais au quotidien. C'est exactement ça, ouais, c'est tout à fait ça, c'est du jonglage. Et puis forcément, hein, tu nous as cité un contexte de match qui est quand même singulier, où forcément hein, l'émotion aussi parle. Nous, sur la formation, on aborde aussi ce thème-là de l'exercice de la causerie autour de l'autocritique et aussi celle des différents types de langage à travers des exercices filmés où évidemment on vous met en situation dans un vestiaire et on vous demande de vous filmer pendant un exercice de causerie que vous avez préparé et derrière on demande à nos aspirants d'être débriefés par une personne tierce, qu'elle fasse partie du monde du football ou pas, d'ailleurs, parce que justement, tout type de retour est bon à être pris et on débriefera ensemble, nous, lors des suivis, hein, et par les différents les éducateurs, les coachs qui nous accompagnent. Et on débriefera ensemble et on reviendra sur les éléments qui étaient positifs dans cet exercice de causerie, sur les axes d'amélioration, forcément, hein, justement. Ça fait partie d'un des exercices évidemment qu'on propose dans notre formation, en plus de QCM, de cas pratiques et évidemment de plein d'exercices différents et variés. On l'a pas rappelé au départ, hein, mais la formation a été co-construite avec Sylvain Devert, qui est actuellement en poste à la Real Sociedad, qui a eu un parcours aussi remarquable, hein, qui a même théorisé hein, une partie du football avec son football avant-garde, qui parle notamment de certains éléments que tu as cités, de périodisation tactique, et c'est évidemment lui qui nous a partagé une partie de ce savoir-là, avec qui on a co-construit la formation. On va ouvrir évidemment la fin de ce live aux questions. Évidemment, donc si celles et ceux parmi vous ont des questions, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. On va essayer de les aborder. J'en ai vu une passer de Lou. Alors Lou, tu nous as posé une question par rapport au fait de devenir pro. Donc évidemment, c'est pas réellement le sujet qu'on aborde ce soir, mais je pense que pour ça, ça nécessiterait un autre webinaire et d'autres thèmes à aborder. Mais je sais pas, on va peut-être poser la question quand même à Basile, même si la question elle est peut-être voilà, peut-être c'est pas un hors sujet, hein, mais qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être une longue discussion, mais je ne sais pas quel est le profil de la personne qui pose cette question, mais je suppose que c'est quelqu'un de jeune. La première chose que je dirais, et la vision que j'aime donner aussi aux joueurs, c'est que pour moi, devenir joueur professionnel, c'est rien d'autre qu'atteindre le niveau pour jouer au niveau du monde professionnel, d'atteindre le niveau footballistique 2. Et ça, c'est être techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement prêt, ou en tout cas, et la combinaison de ces choses fait que tu as le niveau de jouer au niveau. Donc, Lou, la réponse que je te donnerai, c'est travaille sur ces 4 éléments pour qu'ils soient le plus haut possible et qu'un jour, je te le souhaite du fond du cœur, tu arrives à atteindre le niveau qui te permettra d'être. Et donc, ça passe par toutes les composantes qui le font. Donc, c'est jouer, discuter, travailler, même si j'aime pas trop le mot travailler lorsqu'on est jeune, parce que je pense pas que vous ayez la pression de travailler, vous, quand vous jouez au foot, vous les jeunes. Nous, peut-être plus, parce que notre métier est de vous aider.
Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est d'atteindre le niveau pour un jour être professionnel. En faire ton métier. C'est un métier d'être footballeur. Tout comme on va à l'école pour apprendre un métier, on fait d'autres choses pour apprendre un autre métier. Parfait, parfait. Écoute, Lou, en tout cas, on te souhaite évidemment de devenir pro et puis tu nous feras un petit clin d'œil si un jour tu fais une conférence autour de ça ou une interview. Alors, on reprend la question de Douglas qui nous demande un exemple de récupération passive. Est-ce que, alors je sais pas si tu as saisi la question. La périodisation tactique, ça. Ça c'est de la périodisation tactique, ouais. Oui, la récupération passive. Bon, je ne sais pas si on peut partir là-dessus, mais en gros, la récupération passive, par opposition à la récupération active, pour rester très simple, c'est le fait de récupérer en faisant un minimum de choses, un minimum d'activités physiques, cognitives. C'est vraiment de la récupération passive. Passive dite en opposition à active sur l'activité. Une récupération active, c'est effectuer une activité que l'on sait être bonne pour venir récupérer un aspect physiologique, cognitif, mental, technique, peu importe. Voilà, c'est ça, c'est l'opposition récupération active passive. Et ensuite, on a dans la périodisation tactique une période d'acquisition où là, c'est du plein entraînement. Voilà, disons du plein entraînement. C'est ces trois oppositions de phases dans la périodisation: récupération passive, active, phase d'acquisition et de développement. Nickel. J'espère que Douglas, on a pu répondre un petit peu à ta question qui est très très précise. Attention, aujourd'hui, la périodisation tactique, c'est une science, donc on va pouvoir peut-être répondre à la question de Farid qui nous dit existe-t-il un protocole de rattrapage pour un joueur gênant d'un club amateur? Alors Gênant. Oui, je pense que ça doit paraître. Enfin, il doit parler de Venant plutôt. conflit. Non. Jeûnant. Ah, jeûnant. Venant. Ok, autant pour moi. Oui, effectivement, Venant. jeûnant. J'ai mal lu. Tout à fait, jeûnant. Non, je pense que c'est venant d'un club amateur, à mon avis. Venant, oui, s'il Venant. vient de corriger, venant. Ok. Oui, exactement. Ok. Alors, protocole de rattrapage, déjà, pour considérer qu'il y ait besoin d'un protocole de rattrapage, il faut considérer que le joueur ait des choses à rattraper. Pour ça, nous, on part déjà d'un profilage initial sur les différentes composantes. La cohésion en fait partie, différentes habiletés mentales en font partie. Et donc, par ce profilage-là, on identifie, et nous, ça, c'est pas mon travail à moi, mais on travaille bien évidemment main dans la main avec la cellule d'optimisation des habiletés mentales. Il y a un cursus qu'on appelle commun et un cursus individualisé. Et c'est dans ce cursus individualisé que viennent être adaptés les besoins de développement mentaux spécifiques de la personne. Le cursus commun est lié à tout simplement une personne qui arrive en U14 suit le cursus de développement des besoins psychologiques et mentaux qu'on estime avoir pour ces générations-là. Et il y a une partie individualisation dans laquelle tout simplement des effets de compensation, rattrapage ou d'acquisition viennent être construits. C'est un plan de développement individuel, tout comme tous les joueurs l'ont. Chacun son plan de développement individuel et a besoin d'une partie d'individualisation technique, tactique, d'autres mentaux. Ça est lié à notre profilage initial. Très bien, très très bien. On va répondre à la question d'Eros concernant les étapes pour intégrer un club pro en tant qu'éducateur adjoint, avoir une expérience de joueur en centre de formation, de jouer de centre de formation comme j'ai cela permettra de m'aider. Bon, d'après ce que j'ai compris, en gros, tu nous demandes les étapes pour intégrer un club pro. Il y a notamment, nous, on aborde ces thèmes-là avant de te donner la parole. Basile, sur la montée en compétences forcément et sur la notion de mise en avant de ces compétences-là. Comment savoir se vendre. Et ça, c'est un des thèmes aussi qu'on aborde dans la formation, qu'on n'a peut-être pas abordé en profondeur aujourd'hui, mais il faut aussi être en mesure de pouvoir mettre en avant ces compétences-là, sa singularité, sa personnalité, aussi utiliser les réseaux sociaux pour ça. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose avant qu'on passe à une autre question. Vas-y, Basile, Oui. brièvement, pardon. Très simplement, je recommanderais. Alors,
Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a des postes des fois disponibles où il faut postuler et il y a des fois des gens en interne qui viennent chercher des gens à l'extérieur. Il y a ces deux modalités-là qui existent, tout comme dans n'importe quel domaine, hein. Le foot ne déroge pas à la règle de la société de base. On connaît une personne qui va bien pour ce rôle-là, on n'a pas besoin d'y mettre un fiche de poste ou de promotion en interne. Ces deux phases existent et sont très interreliées. Donc la première, je dirais, et moi me concernant, ce que j'ai utilisé, c'est beaucoup partager. Avoir beaucoup d'échanges, de visio, avec des gens du monde pro avant d'y rentrer. Ça allait de Régis Lebris à Pierre Sage, en passant par beaucoup d'autres acteurs, pour ne pas les citer, il y en a eu beaucoup, où j'échangeais et donc je créais des liens avec ces personnes-là et donc une reconnaissance d'une certaine compétence là-dessus. Ensuite, il existe aussi, et ça je pense que vous l'abordez vous, donc j'irai pas plus loin, mais le développement de son personal branding. Exact. D'être capable d'avoir sa propre marque à soi. Quelle image on accorde à Basile? Est-ce que alors il y en a qui veulent être connus, pas connus, chacun sa façon d'être. Moi, c'est plus une reconnaissance des compétences qui m'intéresse, plus que Basile Morchevalier soit connu sur tous les toits. Ça m'importe peu, cette partie-là. C'est plus une reconnaissance de compétences. Donc, il y a ce développement de ce personal branding. Voilà. Et puis, je dirais à travers ça, l'autre chose pour moi, et la dernière est peut-être la plus importante, c'est se différencier. Trouver un élément différenciant. Aujourd'hui, les dernières nouveautés qui sont présentes dans les clubs pro, et il y en aura des autres à venir, les préférences motrices, il y a eu l'analyse vidéo qui est devenue maintenant une évidence, il y a eu peut-être la partie recruteur qui est maintenant devenue une évidence, il y a les neurosciences, la neuroscience qui maintenant arrive plus en plus dans… C'est être capable d'identifier l'élément qui va représenter un besoin pour ce club, pour que le club dise « Waouh, il nous manque ça, on va prendre cette personne parce qu'il répond à notre besoin ». Donc, c'est se questionner initialement par ça et ne pas rentrer dans la masse, dans le cursus commun, essayer de faire des choses vraiment différentes. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Merci à toi. On va évidemment pas pouvoir répondre à toutes les questions et on sera peut-être un peu juste niveau timing. On va prendre une dernière question, celle de Dorian. Selon vous, combien de temps dure en moyenne une séance vidéo collective en moyenne? C'est dépendant de son objectif. Nous, les montages, en fait, c'est dépendant de son objectif et c'est dépendant de la réceptivité qu'a l'interlocuteur. Je m'explique. L'objectif, déjà, est-ce qu'il est très précis ou est-ce qu'on va taper sur un retour de performance global ou une ouverture? Dans ces cas-là, si on est par exemple sur une ouverture tactique, il faut être conscient que ça va mener à des échanges, ça va mener à des questionnements en face. Donc, par interaction, ça peut perdurer. Par contre, si l'objectif est clair, on arrive là, on fait un retour performance, on a 3 vidéos sur 3 objectifs qui sont 3 éléments, je dirais, négatifs parce qu'on veut les travailler après, ça peut durer très court si c'est très pointu et que ça dirige. C'est ce qu'on fait par exemple en pré-séance. On est réunis dans une salle, on dit il y a 3 séquences, 3 objectifs qui correspondent à nos 3 objectifs de la semaine. Voilà, tac. Et on active juste les neurones liés à l'apprentissage et ensuite on va l'expérimenter avec le corps. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'interaction, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit. On veut juste que ça aille activer certaines choses chez eux avant d'aller sur le terrain. Donc tout dépend de l'objectif et de la réceptivité de ton interlocuteur. Des fois, est-ce qu'il pose des questions? Est-ce qu'il a rien compris? Est-ce qu'il est en état d'apprendre? Est-ce qu'il est trop fatigué? C'est ces deux choses-là qui font que, ok, j'y médis le temps. Mais en moyenne… Non, ça dépend. Le montage performance, on essaye de faire en sorte que les vidéos hors interaction ne durent pas plus de 5 minutes. Avant séance, on essaye que ça ne dure pas plus de… Il n'y ait pas plus d'1 minute 30 de séquence. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle figée dans… Confiez-vous à votre objectif et la réceptivité. Et puis, par essai-erreur, ne vous inquiétez pas, vous vous améliorez. Je suis sûr que moi, il y a 5 ans, je faisais des analyses vidéo trop courtes ou trop longues, peu importe laquelle côté. Et aujourd'hui, je fais celle qui me semble être adaptée à mon contexte. Peu importe.
n'ayez pas peur de vous tromper. C'est exactement ça. Nous, évidemment, moi, c'est ce que j'arrête pas de répéter à nos aspirants, qu'ils soient scout, analystes ou apprentis coach ou coach déjà, c'est justement apprendre par l'erreur. Alors évidemment, ne pas forcément le provoquer, provoquer cette erreur-là, mais en tout cas ne pas hésiter à en faire des erreurs parce que c'est à travers justement les échanges qu'on a, à travers des suivis. Et des échanges qu'on a pour corriger nos exercices, pour apprendre les uns des autres aussi, parce que moi, c'est ce que je répète à nos aspirants, c'est qu'on apprend énormément d'eux aussi, et ça fait vivre la formation, ça fait vivre le savoir, et c'est comme ça en tout cas, ce sont les valeurs qu'on a chez Formation Football. Notre live prend fin, évidemment, et on remercie Basile de nous avoir consacré du temps ce soir. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, et on sera ravis de vous accompagner sur cette formation-là qui rappelle les clés du management pour coach et éducateur. Je vous invite à vous inscrire. Vous allez recevoir un lien pour pouvoir vous inscrire et discuter avec un de nos conseillers pédagogiques. Donc, sachez que la formation est finançable. Donc, il y a plusieurs modalités qu'on pourra vous détailler par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et échanger avec nos conseillers pédagogiques. Merci à toutes et tous de votre attention. Merci encore une fois, Basile, de nous avoir partagé ton savoir riche, plein de réussites pour la future saison, parce que j'imagine que la saison à Lyon a pris fin. Là, ça y est. On est focalisé sur la prochaine. La prochaine, déjà, ça y est. Déjà, la prochaine. Faire tout ce qu'on a à faire pour qu'on ait moins à faire au début de la saison prochaine. Exactement. Bien partir en vacances la tête libérée, que tout soit prêt. C'est beaucoup de réussite évidemment qu'on vous souhaite. Je réponds à la question d'Eros avant de se quitter. La formation est 100% distancielle, hein. Donc il n'y a pas de présentiel sur la formation, c'est que du distanciel. Merci une fois de plus à toi, Basile. Bonne continuation dans ton parcours sportif, personnel aussi, et puis évidemment on sera ravis d'avoir un petit peu de tes nouvelles tout au long de ton parcours la saison prochaine à Lyon. Donc voilà, merci à vous tous et de nous avoir accordé un peu de votre temps. J'invite à tous celles et ceux qui veulent s'inscrire de se faire connaître auprès de nos conseillers pédagogiques, et si vous avez d'autres questions, évidemment on sera ravis de vous éclairer à travers nos réseaux sociaux et toutes les plateformes par lesquelles on est joignable. Merci beaucoup, Karim. Merci à Formation Football aussi. Merci à vous. Merci beaucoup, Basile. Très bonne fin de journée à toi et à bientôt.